Bonjour à tous. Si je vous dis Oliver Betzkart, ou encore Kenny Le Sueur, ou bien Angela Tsang, ou bien, là il me faut mes notes, Tian Langwan, ou encore pour finir Bella Simoes, qu'est-ce que ces noms-là vous évoquent? Eh bien, on va en parler dans cet épisode de Backspin justement dans quelques instants. On va les prendre dans l'ordre. Olivier Betzkart vient de défrayer la chronique puisqu'il va participer le mois prochain au Barracuda Championship, qui est un tournoi du PGA Tour américain. Or, il se trouve que Oliver n'a que 15 ans. Kenny Le Sueur, dont je vous parlais, eh bien, alors lui, il avait encore 6 mois. Il a joué exactement le même tournoi l'an dernier, donc il s'est qualifié pour le même tournoi. Lui avait 6 mois de moins qu'Oliver Betzkart. Ensuite, Angela Tsang, eh bien, ça vous la connaissez par contre, elle s'est qualifiée pour l'US Open 2023, à Pebble Beach, rien que ça. Tian Langwan, quant à elle, par contre, a simplement défrayé la chronique, puisque en fait elle a passé le cut du Masters. Alors vous me direz, oui, ben, il y a pas mal de joueurs qui le passent quand même, hein. Oui, mais il y a une petite particularité qu'on retrouve également chez Bella Simoes. Bella Simoes, c'est cette jeune joueuse brésilienne qui a passé 2 tours de qualification pour l'US Open 2023 et qui n'a échoué que vraiment aux portes du tournoi. On aurait pu la voir pendant les 2 premiers tours qui ont été retransmis à la télévision. Eh bien, le point commun entre tous ces joueurs, c'est que Oliver Betzkart, dont on parle beaucoup donc, en ce moment, ben, il a 15 ans. Les autres ont tous moins de 15 ans. On a sur du 14 ans quand on parle de Angela Tsang, quand elle devient numéro 1 mondial d'ailleurs. Et Bella Simoes, eh bien c'est la Palme d'Or. Pourquoi? Parce que Bella Simoes n'a que, tenez-vous bien, 9 ans. Qu'est-ce qu'on pourrait en dire? On pourrait en dire c'est vraiment incroyable. Les jeunes jouent de mieux en mieux au golf, de plus en plus tôt. Ce qui a priori est bon signe parce que ça voudrait dire que peut-être que les méthodes d'entraînement sont plus performantes qu'avant, que la gestion du stress est effectivement meilleure qu'avant. Bref, des points positifs qui nous feraient penser que l'apprentissage du golf est aujourd'hui peut-être plus facile et qu'il permet donc d'avoir des résultats d'une façon chez des joueurs qui sont aussi précoces. Ça, entre guillemets, eh bien, c'est un message positif qui nous dit que notre sport évolue et qu'il évolue dans le bon sens. Mais, car vous savez qu'avec moi, malheureusement, il y a souvent un mais. Il se trouve que dans l'exemple de Bella Simoes, joueuse de 9 ans, à peine celle-ci a commencé à être une star, je dirais, du golf mondial pour junior. Donc là on parle des joueurs qui sont vraiment des joueurs en dessous de 14 ans, en dessous de 12 ans. Cette joueuse elle a un palmarès déjà, elle a été championne du monde 3 fois en catégorie US Kids. Eh bien cette joueuse, comme beaucoup d'autres, et beaucoup d'autres filles comme garçons, est déjà sous contrat avec une marque de matériel. C'est un phénomène qui se produit de plus en plus aux États-Unis. Les marques repèrent dans leur club, dans les compétitions régionales, dans les compétitions d'État ensuite, puis les interstate, les compétitions inter-État, les jeunes qui sont prometteurs pour leur placer des contrats de sponsoring. Tout ça pour, bien sûr, amener leur puissance de feu et faire que ces jeunes profitent d'une amélioration de leur matériel, de leur team, du team des marques qui vont les aider à progresser, que ce soit aussi bien les enseignants qui sont affiliés aux marques que les joueurs professionnels. Tout ça pour tirer donc les performances des jeunes vers le haut. Alors pourquoi est-ce qu'il y a un mais? Parce qu'en fait, on parle de sponsoring et on parle d'enfants. Parce qu'à 9 ans, Bella Simoes, par exemple, ça n'est vraiment qu'une enfant. Et en fouillant, eh bien, je me suis posé la question de savoir quels pouvaient être les inconvénients, justement, d'un sponsoring, donc à vocation mercantile, lorsqu'il est appliqué à des jeunes joueurs, et surtout, voir donc les dangers que cela représente. Ces points négatifs, en fait, ils sont au nombre de 8. Alors, on va le faire assez rapidement, mais on va quand même les passer tous en revue. Parce que cela me semble très important, surtout que vraiment on parle de nos enfants et
autant le golf est une chose fantastique qui va les aider à se révéler. Il n'est pas question qu'ils deviennent quelque chose qui risque au contraire à terme de les abîmer. Première raison, donc, c'est une raison qui concerne la pression, tout simplement. Un jeune qui est sous contrat avec une marque à 9 ans, il est évident subit une pression beaucoup plus importante que ses petits copains et copines. Pourquoi ? Parce qu'il a derrière lui une marque célèbre, et donc il imagine bien que cette marque attend des résultats, et donc ça lui augmente la pression parce qu'il veut absolument satisfaire la marque qui le sponsorise. Ça, c'était le numéro 1. Deuxième point, il s'agit des conflits d'intérêts. Le jeune qui est sponsorisé, oui, peut trouver un conflit d'intérêts entre ses envies propres et par contre les produits que la marque avec laquelle il est sponsorisé lui demandera d'effectuer soit des présentations, des démonstrations ou simplement un appairage au travers d'opérations publicitaires. Troisièmement, ce sponsoring entraîne une dépendance financière et c'est quelque chose qui est fondamentalement, particulièrement dangereux. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait il y a des moyens qui sont mis à disposition du joueur. Si le joueur performe comme son sponsor l'attend, c'est formidable. Si au contraire il lui supprime pour une raison ou une autre toute cette puissance financière qu'il apporte, le joueur se retrouve démuni et une impression d'exclusion et de solitude qui mettra certainement un terme à sa carrière. La raison suivante, c'est le risque de burn-out. Burn-out pourquoi ? Parce qu'en fait, mélanger une activité, qu'elle soit mercantile ou pas, avec une activité sportive et une vie d'enfant, non, ça n'est pas compatible. C'est trop demandé en fait, c'est trop demandé à des jeunes enfants qui réellement n'ont pas les épaules assez larges pour gérer de front tous ces points-là. Et effectivement, nous avons déjà vu que par moment, et il y a une joueuse qui a été numéro 1 mondial qui en a été victime, cela se termine effectivement par un burn-out. Le point suivant concerne l'influence sur les choix de carrière. Là, il est évident que j'ai un sponsor, mon choix de carrière, il est tout tracé. Mon sponsor, il s'agit d'une marque de golf bien connue, donc il est évident qu'on me voit comme étant supposé devenir un golfeur ou une golfeuse. Moi, peut-être qu'à mon âge, à 10 ans ou 11 ans, je pensais m'amuser bien avec ce sport-là, jusqu'au jour où, au contraire, j'irai vers autre chose. Ça va être un petit peu difficile, la pression. Risque de me mettre en fait dans une position qui va être rapidement intenable. Le point suivant consiste en simplement une invasion dans la vie privée du joueur ou de la joueuse, du jeune joueur ou de la jeune joueuse, parce qu'il est évident que le sponsoring à l'heure actuelle et la publicité d'une façon générale et la communication, elle est basée sur le fait que vous allez voir le joueur chez lui qui prend son petit déjeuner, qui au contraire va mettre ses chaussures de golf pour aller... Bref, une invasion de la vie du quotidien qui n'est absolument pas souhaitable pour des enfants de ces âges-là, évidemment. Le point que nous allons évoquer maintenant est peut-être le plus dangereux de tous, puisqu'il s'agit en fait de l'éducation générale qui sera forcément limitée dans le cadre d'un joueur qui est déjà sous sponsor étant enfant à une période où il devrait passer beaucoup plus de temps à s'enrichir intellectuellement et d'une façon culturelle, plutôt que de passer du temps, tout son temps en tout cas, je dirais, sur un terrain de golf, que ce soit un practice, un putting green ou un parcours. Le fait qu'un jeune soit sponsorisé dès le plus jeune âge par une marque fait qu'il aura beaucoup de mal par la suite. Si jamais il ne parvient pas aux objectifs qui sont codéfinis avec son sponsor, et qu'il décide de faire une bifurcation vers une autre voie professionnelle, soit elle-même encore dans le domaine du golf, son niveau d'éducation limité, forcément, va créer un parcours d'obstacles devant lui et ne lui garantit pas d'être capable de se rebâtir une vie en dehors du golf si la vie dans le golf n'a pas été aussi brillante qu'il a pu l'espérer. Bien sûr, il y a une chose qu'on n'a pas évoquée, et c'est justement pour ça que nous en parlons aujourd'hui, c'est la perte du statut amateur, qui risque de se produire dans un certain nombre de cas, et notamment pour des joueurs donc sponsorisés dès leur plus jeune âge par de grandes marques. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? Bravo, oui, nous constatons par la performance des jeunes de plus en plus précoce que l'enseignement, la technique, la pédagogie sont de mieux en mieux employés, la gestion du physique des joueurs est de mieux en mieux employée également. C'est un point qu'on aurait pu évoquer d'ailleurs également. Un surentraînement amène également à terme
des bobos qui ne sont pas, je dirais, nécessaires forcément si on les ajoute à ceux qu'ils se font dans la cour d'école. Bref, une véritable réflexion de façon serait nécessaire, de façon à savoir si une modification de la part du RNA, du Royal Air Ancien de St Andrews, comme de l'USGA, de façon à légiférer autour de l'argent qui est mis à disposition par le biais de sponsoring précoce par les grandes marques auprès des enfants, est une chose qui me semble néfaste, sur lequel ces deux institutions devraient se pencher, car sinon, eh bien, pour nombre d'entre nous, que nous chérissons aujourd'hui, les lendemains risquent d'être un petit peu plus difficiles. Nous nous retrouvons bientôt dans un prochain épisode de Backspin. D'ici là, bon golf à vous!